Bien, merci de votre présence. Et donc ce soir, je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'une herbe toxique avec un symbole qui est cette première diapositive, photographiée devant une herboristerie traditionnelle chinoise dont l'intitulé est Herbal Legend. Alors ça concerne la boutique et pas celui qui est devant. Et je dois donc cette photo à Daniel Ballerio que j'accompagnais dans ce voyage à Shanghai. Je vais faire une petite introduction médicale puisque dans l'auditoire il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement familiarisées avec ces questions-là, en m'excusant auprès de ceux qui connaissent bien tout cela, voire même mieux que moi. Mais je vais donc, pour la bonne compréhension de ce qui suit, rappeler donc que nous avons deux reins, que le rein fabrique l'urine, que l'urine est déversée par les papilles rénales dans une poche qui est accolée au rein qu'on appelle le bassinet. Elle parcourt alors un long tuyau qui est l'urtère pour s'accumuler dans la vessie qui se vide par l'urètre à l'extérieur. L'urètre, la vessie, l'urtère, le bassinet s'appellent les voies urinaires et la discipline qui s'occupe des pathologies des voies urinaires, c'est l'urologie. En revanche, le rein, qui est un tissu qui fabrique l'urine, ces pathologies sont, disons, la discipline qui s'occupe de ces pathologies s'appelle la néphrologie. Pourquoi néphrologie? Parce que néphron, en grec, c'est le rein, et que l'unité fonctionnelle du rein, à l'échelon microscopique, est le néphron. Pour vous donner une idée, nous avons 1 million à peu près de néphrons par rein, le néphron comprend, après la ramification des artérioles rénales, un capillaire qui se met en peloton capillaire qui est au sein d'une petite sphère, une capsule, et c'est à travers ce capillaire qu'est filtré le sang. Est ainsi constitué ce qu'on appelle le filtrat glomérulaire, parce que tout l'ensemble s'appelle le glomérule, et cette urine primitive va parcourir un long tube, d'abord contourné, puis qui plonge dans la profondeur du rein, qui remonte, qui se contourne encore, et qui se déverse finalement dans des canaux appelés collecteurs pour arriver à la papille. Cet ensemble, donc, pour vous donner une idée de la taille, un glomérule, c'est gros comme une tête d'épingle. Et une autre idée aussi, nous filtrons par ces glomérules, par nos 2 millions de glomérules, nous filtrons quelques 130 litres par jour. Et comme vous savez, nous n'éliminons qu'environ 1 litre d'urine. C'est vous donner l'importance du travail réalisé dans le parcours tubulaire qui va réabsorber donc, à la fois l'eau et toutes sortes de substances qui sont utiles. Et c'est à partir donc de cette structure anatomique microscopique que l'on va classifier les maladies rénales. On peut avoir une idée de l'aspect microscopique du rein en pratiquant ce que nous appelons une ponction biopsie rénale avec une aiguille spéciale. Le pôle inférieur du rein est accessible sous contrôle échographique et sous anesthésie locale et on peut donc à ce moment-là avoir une vue microscopique du rein. Voici un rein normal et vous y reconnaissez alors les glomérules qui sont au sein de cette capsule dans laquelle le filtrat est déversé, et tout le reste, ce sont les tubes rénaux sectionnés, donc qui apparaissent des cylindres sectionnés, et vous voyez qu'ils sont tassés les uns contre les autres, de sorte que le tissu qui est entre les tubes et les glomérules est quasi virtuel. Et suivant les lésions de cette partie du rein, on va classer les maladies en celles qui frappent les glomérulonéphrite. Vous avez ici un exemple où vous voyez que ce qui est normalement vide parce que rempli par le filtrat glomérulaire est colonisé par des cellules qui prolifèrent et qui écrasent le capillaire en son milieu. Ça vous fait comprendre que dans une situation pareille, la fonction rénale est considérablement réduite. Une autre forme de pathologie alors va atteindre les tubes et l'interstitium. Comparé avec un tissu normal, vous voyez ici la raréfaction des tubes rénaux, une bonne partie ont disparu, leur paroi est atrophique, et le tissu interstitiel qui n'existait pas nous apparaît ici coloré en jaune,
très dense, c'est en fait un tissu cicatriciel, ce que nous appelons une fibrose interstitielle. Donc en gros, deux grandes catégories, les glomérulonéphrites et les néphrites interstitielles ou tubulo-interstitielles. En clinique, pour avoir une idée de la fonction rénale, c'est très simple, on dose une substance dans le sang qui s'appelle la créatinine. La créatinine est une substance biologiquement neutre qui est fabriquée par les muscles, elle résulte du catabolisme musculaire et elle est éliminée par les urines. Comme la masse musculaire est relativement constante chez un adulte à l'équilibre, la production de créatinine est relativement constante, de sorte que son taux sanguin, c'est le problème des baignoires et des robinets, de sorte que son taux sanguin est un reflet en fait de l'élimination rénale. Et quand la créatinine s'élève dans le sang, cela signifie qu'il y a une insuffisance rénale. Alors les insuffisances rénales chroniques ont ce site particulier, c'est qu'une fois qu'elles commencent, elles évoluent quasi inexorablement vers un stade que nous appelons terminal. Mais cette évolution peut prendre des années. Qu'appelle-t-on le stade terminal? C'est un stade à partir duquel, si on ne fait rien, le patient va décéder de ce qu'on appelle le syndrome urémique. En fait, le rein élimine principalement des catabolismes protéiques, donc le catabolisme des protéines. Ce sont des corps azotés dont un témoin est l'urée. L'urée est un catabolite azoté relativement non toxique, mais qui est le témoin de l'augmentation de toutes les autres toxines dites urémiques. Et comme l'urée est la première substance chimique que les chimistes ont dosée dans le sang au XIXe siècle, on a appelé l'insuffisance rénale l'urémie. Ça s'emploie d'ailleurs parfois encore, et des patients décèdent d'urémie. Si vous voulez voir le tableau d'un décès par urémie, je vous recommande, si vous ne l'avez pas déjà lu, le chapitre intitulé « La mort du père », 90 pages, dans les Thibauts de Roger Martin Dugard. Et effectivement, donc, jadis, on décédait de cette intoxication urémique. Mais aujourd'hui, en général, on a des techniques qui permettent de remplacer la fonction du rein malade. Elles sont trois, l'hémodialyse, la dialyse péritonéale et la transplantation rénale. Juste pour vous donner une idée de la charge que représentent ces traitements pour les patients, l'hémodialyse consiste à faire passer le sang dans un filtre qui va filtrer le sang et le débarrasser de ces toxines, donc ce qu'on appelle le rein artificiel. Mais pour avoir un bon débit dans l'appareillage, les chirurgiens confectionnent en général à l'avant-bras du patient ce qu'on appelle une fistule artério-veineuse en anastomosant une artère dans une veine superficielle. La veine est alors alimentée par un flux artériel sous pression artérielle et en ponctionnant cette veine, on peut avoir un bon débit dans le système de filtration. L'autre technique utilise le péritoine comme filtre de dialyse. Le péritoine, qui est cette membrane qui entoure tous les viscères abdominaux, ça impose de devoir mettre un cathéter en plastique à demeure dans le péritoine et qu'on peut connecter, quand c'est nécessaire alors, à l'introduction d'un liquide dans l'abdomen, environ 2 litres. Ce liquide va se charger en toxines par effet osmotique à travers les capillaires du péritoine, et quand il sera saturé, il faudra évidemment le remplacer, vider l'abdomen et remplacer par du nouveau liquide. Pour être efficace, il s'agit de procéder au moins 4 fois par jour à des échanges. Donc, on met 2 litres dans l'abdomen que l'on vide et qu'on renouvelle. Un échange, ça prend une demi-heure à 3 quarts d'heure. Il faut faire ça tous les jours, ad vitam. L'hémodialyse, j'ai oublié de vous le dire, c'est 3 demi-jours par semaine, ad vitam. La troisième technique, c'est la transplantation rénale. Le rein peut provenir d'un donneur vivant ou décédé. Pour des raisons de facilité chirurgicale technique, il n'est pas du tout greffé à la place naturelle des reins. Il est greffé dans la fosse iliaque, où les chirurgiens anastomosent l'artère rénale à l'artère iliaque, la veine rénale à la veine iliaque, et implantent l'urtère du greffon dans la vessie du patient.
On laisse donc les reins en place, les reins du patient restent en place pour ne pas leur imposer une intervention chirurgicale assez lourde, qui est la binéphrectomie, et on utilise la vessie du patient. Ces notions sont importantes pour ce qui va suivre. Voilà, j'ai terminé cette petite introduction et je commence donc l'histoire. En fait, l'histoire que je vais vous conter commence le 5 mars, très exactement le 5 mars 1992, à la consultation de néphrologie de l'hôpital Erasme, qui avait encore un petit air bucolique à l'époque. Et je reçois donc une patiente de 43 ans, fonctionnaire européenne, qui n'a pas d'histoire médicale particulière, et où on a découvert fortuitement une insuffisance rénale parce que l'administration européenne offre des check-ups réguliers à ses fonctionnaires. Et c'est donc en faisant la prise de sang, entre guillemets, de routine, qu'on a découvert une élévation de la créatinine. Et cette insuffisance rénale a progressé très rapidement vers le stade terminal, et la patiente vient donc me voir pour être prise en dialyse et pour être inscrite en vue d'une transplantation rénale. Son dossier médical, qui avait été constitué dans un autre hôpital, contenait une biopsie rénale. Et vous voyez, cette biopsie rénale, pour rappel, voilà le rein normal, montrait effectivement une disparition des tubes et cette invasion de l'interstitium par cette fibrose extrêmement impressionnante. Il s'agissait donc bien d'une néphrite interstitielle chronique. Évidemment, on pouvait considérer que c'était un cas relativement banal de néphrite interstitielle chronique, que l'on qualifie souvent d'origine indéterminée parce qu'on n'en connaît pas bien la cause, on constate simplement le fait. Mais en l'occurrence ici, il y avait quelque chose d'un peu insolite. Les néphrites interstitielles chroniques, classiquement, évoluent très lentement. Entre le moment où s'installe l'insuffisance rénale et le moment où on arrive au stade terminal, il peut se passer des années, voire des dizaines d'années. Or ici, grâce au check-up régulier, on savait que la créatinine de cette patiente était normale de 3 ans auparavant, qu'au moment où on avait trouvé l'insuffisance rénale, elle était déjà très élevée à 3,7, mais en 3 mois, elle passe au stade terminal, ce qui est évidemment tout à fait inhabituel dans ce type de pathologie rénale. Et donc, cette évolution foudroyante faisait un peu penser à une exposition à un toxique. Mais la patiente n'a pas d'antécédents médicaux et en l'interrogeant, je ne trouve pas de toxiques connus comme des métaux lourds ou certains médicaments qui auraient pu provoquer cette maladie. Si ce n'est qu'elle avait suivi un régime amaigrissant avec des gélules pour l'aider à maigrir. Elle me montre la composition de ces gélules qui sont assez banales. Ça contient des inhibiteurs de l'appétit, des diurétiques, des laxatifs et des plantes dont le nom me semble particulièrement bénin. Si ce n'est que dans les semaines qui suivent, nous recevons à la consultation 2 autres patientes. La première colonne, c'est le cas que je viens de vous raconter, avec à peu près les mêmes histoires. On découvre fortuitement, lors d'une prise de sang de routine ou parce que la patiente se sent un peu fatiguée, une insuffisance rénale qui évolue en 2-3 mois vers le stade terminal, vers la dialyse. Des biopsies, nous réalisons des biopsies rénales qui montrent exactement la même image que celle que je viens de vous montrer de néphrite interstitielle chronique avec cette fibrose impressionnante. Et les 3 patientes ont en commun d'avoir suivi le même régime amaigrissant dans le même cabinet médical. Alors ça faisait un petit peu beaucoup pour être le fait du hasard, et je téléphone donc au médecin dont le nom figurait sur les prescriptions, et je lui demande de pouvoir le rencontrer, ce qu'il accepte, et je vais donc lui rendre visite pour lui raconter ce que nous avons observé. Il a des difficultés à croire que ce traitement puisse être toxique, puisque, me dit-il, nous sommes ici 4 médecins, un cabinet spécialisé dans les régimes amaigrissants depuis plus de 15 ans, et nous n'avons jamais rencontré d'effets secondaires. Alors, en discutant un peu plus avant,
Je lui demande, certes, mais si pendant 15 ans vous n'avez rien rencontré, que maintenant nous avons là quelques patients qui développent une insuffisance rénale, est-ce que vous n'auriez rien changé au cours de ces derniers temps? Je consulte ses dossiers et après quelques temps, il me dit, eh bien oui, effectivement, en mai 1990, j'ai introduit 2 plantes dans mes gélules. Ce sont des extraits pulvérisés de plantes dans les gélules que je prescris. Ça, c'est la gélule avec les inhibiteurs de l'appétit et c'était ça, la gélule avec le diurétique et des extraits végétaux. Et ces 2 plantes s'appellent Stephania tetrandra et Magnolia officinalis. Noms qui ne me disent évidemment rien du tout. Et je l'interroge, mais que sont ces plantes? Et alors il me dit, ce sont des plantes qu'on utilise en médecine traditionnelle chinoise. Et j'ai eu l'idée de les prescrire parce que j'ai rencontré, lors d'un salon de médecine esthétique à l'hôtel Sheraton à Bruxelles, un stand où il y avait une firme qui s'appelait GDM Green et qui distribue aux pharmaciens et aux grossistes des pulvérisats de plantes chinoises. Au moins 120 plantes est mis à la disposition des pharmaciens qui peuvent alors les inclure dans des prescriptions magistrales. Et il me remet d'ailleurs un catalogue de cette firme et vous voyez que dans ce catalogue il y a effectivement notamment le Magnolia et le Stephania. Et donc je conviens avec ce médecin qu'avant, en attendant d'en savoir un peu plus, qu'il arrête de prescrire cela, qu'il dise à ses collègues de faire la même chose. Et au fond, à titre de contrôle, aux 25 prochaines patientes qu'il va rencontrer, qui ont suivi ce régime, de leur faire une prise de sang de dépistage pour éventuellement voir si elles n'auraient pas aussi développé une insuffisance rénale. Mais, comme il s'agit de GDM Green, je me suis dit que j'allais rendre visite à cette firme, installée près de Binche. Je prends contact avec la directrice gérante qui accepte de me recevoir et je vais donc à Binche. Le 15 juin 1990. En fait, il s'agit d'une firme d'importation et de distribution d'extraits pulvérisés de plantes médicinales chinoises. Évidemment, la directrice me dit c'est pas possible que les produits que je distribue soient toxiques. Ça fait 2000 ans qu'on les utilise. S'ils étaient toxiques, on en saurait quelque chose. Et par ailleurs, elle me remet une monographie intitulée Pharmacognosie et phytothérapie orientale, rédigée par un médecin généraliste de la région, dont j'apprendrai par la suite qu'il n'est autre que le compagnon de la directrice gérante, le principal actionnaire de la firme GDMRI. Et effectivement, dans cette monographie, je retrouve le Magnolia et le Stephania, et vous bénéficiez ici en plus des phonèmes chinois, l'un s'appelant Hupo et l'autre Fangji. Je visite la firme, c'est surtout des hangars de stockage où je vois des grands sacs d'à peu près 1 mètre cube avec des étiquettes en chinois mais avec des noms en latin aussi, où on retrouve le Stephania, le Magnolia et bien d'autres plantes médicinales chinoises. La firme en fait, à partir de ces livraisons, conditionne dans des petits pots de 12 grammes par exemple, qui sont alors envoyés chez les pharmaciens pour qu'ils puissent préparer des prescriptions magistrales. Et je vois qu'en cours de visite, il y a un laboratoire qui est en train d'être installé grâce à des subsides de la région wallonne qui veut relancer bien entendu l'économie. Et ce laboratoire est destiné à l'analyse phytochimique des plantes suite à des récentes directives qui sont arrivées. Mais il n'est pas encore fonctionnel. Et dans ce laboratoire, je vois un pharmacien qui est en train de calibrer les appareils et qui a été engagé pour se livrer à ces analyses. En discutant un peu avec lui, j'apprends qu'il est diplômé de l'ULB et qu'il s'est formé à l'analyse phytochimique des plantes dans le laboratoire de pharmacognosie de la faculté de pharmacie de l'ULB du professeur Maurice Van Allen. Vous comprenez que je vais aller rendre visite à Maurice Van Allen. Mais avant ça, peut-être un instant de réflexion. Il se fait que, fait du hasard, les néphrites interstitielles chroniques étaient des pathologies que j'avais été amené
à regarder d'un peu plus près à la faveur d'une épreuve de l'époque qui s'appelait l'agrégation de l'enseignement supérieur, épreuve aujourd'hui disparue, mais où il fallait donner une leçon publique. Et mon maître à l'époque, Charles Toussaint, m'avait dit avec le ton bourru qui y était caractéristique, j'en ai marre d'entendre parler des glomérulonéphrites, toi tu vas nous parler des néphrites interstitielles chroniques. Ce n'était pas un cadeau parce qu'on n'en disait pas grand-chose sur la physiopathologie. Et donc j'avais passé mon temps à regarder toutes les causes possibles de néphrite interstitielle chronique. Et j'avais été frappé à l'époque par une curieuse maladie endémique dans les Balkans, et qui s'appelle d'ailleurs la néphropathie endémique des Balkans, qui avait cette particularité d'être présent dans certains villages de la vallée du Danube et pas dans d'autres. Et les études qui avaient été menées en son temps faisaient suspecter un facteur environnemental, parce que, suivant les déplacements des populations des villages endémiques vers les villages non endémiques et réciproquement, il semblait qu'il fallait vraiment vivre une dizaine d'années dans un village en question pour développer la maladie. Et toujours dans ces études épidémiologiques qui cherchaient un facteur d'environnement, le doigt était pointé sur les céréales qui servaient à l'alimentation de ces villages. Il faut savoir que ces villages vivent en autarcie, ils cultivent leurs champs, ils fauchent, ils font la farine et ils se nourrissent du pain qu'ils ont ainsi fabriqué. Les farines et les céréales sont stockées donc pour toute l'année dans des silos. Et il semblait, c'était l'hypothèse, que les conditions de température, d'humidité de ces régions faisaient que dans les silos, des moisissures proliféraient et sécrétaient une toxine appelée ochratoxine qui aurait été responsable de la maladie rénale puisqu'elle alors contaminait les farines. Et des chercheurs avaient d'ailleurs montré à l'époque que les farines contenaient des quantités significatives d'ochratoxine dans les villages endémiques. Mais il y avait une autre hypothèse que j'avais trouvée, faite par un certain docteur Ivic, dans le cadre d'une thèse qu'il avait défendue et publiée dans une gazette de son université de Zagreb, et qui lui se disait, mais non, il y a aussi, me semble-t-il, dans les champs de céréales, pour toujours des raisons climatiques et de sol local, des aristoloches, Aristolochia clematis, qui poussent, et ils sont fauchés avec les blés, et ils sont mélangés dans les farines, et moi j'ai dosé, les aristoloches contiennent un toxique, en tout cas supposé à l'époque, les acides aristolochiques, et c'est donc, j'ai trouvé des acides aristolochiques dans les farines. Et donc nous sommes en 92, j'ai la chance de trouver une revue récente de l'époque, 91, je vais un peu revoir tout ça, et je retrouve effectivement, encore en 91, que l'hypothèse retenue c'est l'ochratoxine, et l'article dit même que l'hypothèse d'Aristolochia clematis n'a pas reçu de démonstration suffisante. Cependant, et je discute de cela avec Maurice Van Allen, en allant voir alors ce qu'on raconte dans les médecines traditionnelles chinoises à propos des Fangji, le Stéphania, je vous rappelle, c'était Fangji, on trouve qu'en fait les Fangji, ce n'est pas une plante, c'est une famille thérapeutique. Une famille thérapeutique dans laquelle sont rangées plusieurs plantes totalement différentes, qui n'ont pas de corrélation, je vais dire, phytochimique, mais à qui on prête les mêmes propriétés thérapeutiques. Et dans ces Fangji, on retrouve l'Akebia, le Coculus, le Stéphania et les Aristolochia. Tout en sachant, ça ne nous a pas échappé, que le Stéphania s'appelle Han Fangji, tandis que l'Aristolochia s'appelle Guang Fangji. Mais donc, en rapprochant un petit peu ce qu'on racontait dans la néphropathie endémique des Balkans, ochratoxine, mais peut-être un Aristolochia, de la médecine traditionnelle chinoise, où certes nos patientes auraient reçu soi-disant du Stéphania, mais pourquoi pas de l'Aristolochia, nous décidons évidemment avec Maurice Van Allen que Maurice Van Allen va développer des techniques
pour analyser ces pulvérisats des gélules de nos patientes à la recherche de ces toxiques, acide aristolochique, ochratoxine et tétrandrine, la tétrandrine étant l'alcaloïde caractéristique du Stéphania. Et pourquoi les acides aristolochiques? Mais c'est parce qu'il y avait dans la littérature des documents très anciens où Mainz, en Allemagne, avait provoqué chez le rat, expérimentalement, des insuffisances rénales aiguës en administrant des acides aristolochiques. Et d'autre part, j'avais trouvé dans une littérature encore plus ancienne, 1964, que des acides aristolochiques avaient fait l'objet d'une étude de phase 1 chez des patients atteints de cancers terminaux, parce qu'on imaginait que les acides aristolochiques auraient pu être un traitement du cancer, et administration intraveineuse, donc en phase 1 chez des patients, essai qui avait été immédiatement abandonné, d'abord parce qu'il n'y avait pas eu d'effet thérapeutique évident, mais surtout parce que les patients avaient développé des insuffisances rénales aiguës. Donc les acides aristolochiques étaient un bon client pour une néphrotoxicité. Par ailleurs, on se disait que ce cabinet médical qui avait une énorme clientèle, il devait bien y avoir d'autres cas à Bruxelles, si notre hypothèse était correcte, que les quelques cas que nous avions à l'hôpital Erasme. Et donc nous avons fait une enquête épidémiologique dans les différents centres de dialyse de Bruxelles, où nous avons demandé aux néphrologues combien de cas avaient-ils reçus en dialyse au cours des dernières années, et parmi ces patients pris en dialyse, combien avait-il eu de femmes de moins de 50 ans avec une néphrite interstitielle éventuellement d'origine indéterminée. Et vous voyez que alors que cette pathologie dans ces conditions-là était relativement rare, un cas sur 150, en 91 et surtout au premier trimestre de 92, où nous étions donc, premier semestre, pardon, on voit une augmentation considérable, en toute proportion, de ces cas. Et donc nous sommes retournés vers les néphrologues qui avaient ces patients en traitement et nous leur avons demandé qu'ils interrogent leurs patientes pour savoir si elles n'avaient pas suivi le régime amaigrissant au cabinet médical en question. Et la réponse a été positive dans 9 donc, de ces 12 cas. Ce qui était évidemment très significatif. Entre-temps, je reçois le fameux dépistage chez les 25 patients du cabinet médical. Et on apprend qu'on découvre chez 3 d'entre elles une insuffisance rénale qui était méconnue. 3 sur 25, c'est énorme, évidemment, chez des femmes jeunes. Et donc, c'était beaucoup. J'ai donc téléphoné à la pharmacovigilance, qui a prévenu le ministère de la Santé publique, qui a prévenu l'inspection de la pharmacie, qui a prévenu la ministre de l'époque, qui était Laurette Onkelings, et qui a sorti un arrêté ministériel qui a interdit la diffusion en Belgique, provisoire, du Stéphania et du Magnolia. On trouvait aussi qu'on en avait assez pour avertir la communauté scientifique, et donc on a préparé un article scientifique que le Lancet a publié le 13 février 1993, où nous décrivons donc cette fibrose rénale très rapidement progressive, associée à ce régime amaigrissant incluant des herbes chinoises, et dans la discussion, sans encore pouvoir le prouver, parce que Maurice Van Allen avait des difficultés d'extraction des acides aristolochiques à partir des poudres, mais on émet l'hypothèse que le Stéphania a été remplacé par l'aristolochia. À la sortie de cet article, nous sommes contactés par le professeur Butt de la Chinese University de Hong Kong, spécialiste de la chimie des plantes chinoises, et avec ses conseils, Maurice Van Allen avait par ailleurs progressé entre-temps, on arrive alors effectivement à pouvoir analyser les poudres extraits végétaux, donc distribués en Belgique sous le nom de Stéphania. Et vous voyez que sur 12 échantillons tout à fait différents, de ces poudres distribuées en Belgique, un seul contenait bien la tétrandrine, qui est l'alcaloïde caractéristique du Stéphania, et pas d'acide aristolochique,
alors que les 11 autres ne contenaient pas de tétandrine, ce n'était donc pas du stéphania, mais contenaient bien des acides aristolochiques. Et donc, par ceci, donc, nous avons complété cette information par une lettre au Lancet, et donc, par ceci, on a pu démontrer que l'hypothèse était correcte, que le stéphania Han Fangji avait bien été remplacé par de l'Aristolochia fangji, lequel contient des acides aristolochiques qui sont néphrotoxiques, et on tenait donc bien le coupable. Et évidemment, à la suite de ces articles, de la conférence de presse de la ministre, etc., vous imaginez qu'il y a une grande médiatisation. Voici quelques articles en question, les télévisions également, et ça n'a évidemment pas convaincu les promoteurs des herbes chinoises. Ceux-ci, effectivement, ont publié des informations pour dire que tout ça était un peu erroné, et effectivement, ils avaient un argument qui pouvait sembler de poids, et qui étaient tous les cas qui ont été décrits dans l'article sont issus du même cabinet médical. Or, ces plantes, Stéphania, Aristolochia, tout ça, sont distribuées à des milliers de personnes dans le monde, et là, on ne décrit rien de toxique. Donc, ce qu'il y a, ce n'est pas du tout les plantes chinoises, c'est autre chose, et non avoué dans la pratique des médecins de ce cabinet. Et ils ont émis l'hypothèse que ces médecins injectaient, puisqu'ils faisaient aussi de la mésothérapie. La mésothérapie, c'est des injections dans le derme, c'était une idée pour traiter la cellulite, et ils ont injecté de la sérotonine dans cette mésothérapie. Pourquoi la sérotonine? Ils ont pensé à cette substance, parce qu'il y a un syndrome clinique, qui est une tumeur de l'intestin, qui sécrète de la sérotonine, et qui entraîne une fibrose, mais c'est une fibrose de l'endocarde du cœur droit et des poumons, c'est pas des reins, mais soit. Ils ont dit que c'est une substance fibrosante, ils ont dû l'injecter, et donc ça a provoqué la fibrose rénale. Et donc nous étions soumis au défi de confirmer la réalité de la néphropathie et surtout l'implication des acides aristolochiques. On a d'abord été un peu aidé parce que suite à l'article du Lancet, ailleurs dans le monde, on a découvert des cas analogues. Les premiers en France, ou à Toulouse, où deux jeunes femmes avaient aussi suivi un régime amaigrissant en consommant des gélules vendues par la firme Arco sous le nom de Stéphania, et l'Office de toxicologie français a montré que ce Stéphania contenait des acides aristolochiques, donc était bien aussi de l'aristolochia, et qui avait développé donc exactement cette fibrose rénale interstitielle. Plus anecdotique, en Espagne, en Catalogne, un paysan catalan avait la curieuse habitude de se fabriquer une tisane avec de l'Aristolochia pistolochia, qui était apparemment une herbe qu'on utilisait en médecine traditionnelle dans les villages. Et après quelques années, il a développé cette fibrose rénale interstitielle. En Angleterre, au Japon aussi, évidemment, où là la médecine traditionnelle chinoise, même parfois transformée sous le nom de Kampo, mais en gros c'est la même, est fort utilisée, ils ont commencé à décrire aussi des cas d'insuffisance rénale grave. Et alors, en Angleterre, au Hammersmith, les cliniciens ont observé aussi deux patientes qui se traitaient par la médecine traditionnelle chinoise. Vous savez qu'il y a la pignon sur rue en Angleterre, il y a des herboristeries à tous les coins où on peut se faire prescrire des traitements. Et elles prenaient donc ces traitements pour toutes sortes de pathologies, notamment de l'eczéma, et avaient développé également des insuffisances rénales terminales. Ils ont pu montrer que l'herbe que prenait, c'est un mélange d'herbes, que prenait cette patiente s'appelait le mutong, et ce mutong contenait des acides aristolochiques parce que dans les plantes, il y avait de l'Aristolochia manchurensis. Évidemment, aucun de ces patientes ou patients n'avait fréquenté le cabinet médical de Bruxelles, et donc c'était un argument de poids, évidemment, pour dire que l'hypothèse du mystère local ne tenait pas la route. D'autre part, par l'inspection de la pharmacie qui avait saisi toutes les prescriptions médicales chez les pharmaciens,
et accepté de mettre à notre disposition toutes les prescriptions qui concernaient nos patientes. Et Marie Caramel Muniz, dans le service, a fait un travail de bénédictin qui a consisté à reprendre toutes ces ordonnances, donc des médicaments qui avaient été délivrés aux patientes, et de faire le calcul de la somme des grammes d'herbes chinoises qu'elles avaient consommées, en tout cas du Stéphania, en réalité l'Aristolochia. Et par ailleurs, on avait évidemment la vitesse d'évolution de la maladie rénale vers l'insuffisance rénale terminale. Et on a pu montrer qu'il y avait une corrélation entre la dose totale ingérée, puisque vous voyez quand elle passe de 1 à 3,4, eh bien le risque de développer l'insuffisance rénale terminale passe de 30% à près de 80%. C'est une corrélation significative statistiquement. Et donc, dès le moment où on peut mettre une corrélation en évidence entre la dose et l'effet, c'est un argument évidemment en faveur de la causalité. Enfin, Frédéric Debelle, dans notre laboratoire, dans le cadre de sa thèse, a réussi à reproduire ainsi le principe de Koch, qui exige que si on veut prouver qu'un agent est la cause d'une maladie, il faut la reproduire expérimentalement en administrant cet agent. Ici, en l'occurrence, des acides aristolochiques. Eh bien, il a réussi à reproduire la maladie, puisque vous voyez que des rats traités pendant 35 jours par de l'acide aristolochique développent une insuffisance rénale comparée aux rats témoins, et que, effectivement, dans l'examen de leur tissu rénal, on voit l'atrophie tubulaire par rapport aux rats témoins, et on voit apparaître la fibrose interstitielle. Enfin, suite à nos articles, on a été contacté par des chercheurs de l'Institut du cancer d'Heidelberg, qui, vous allez comprendre pourquoi tout de suite, qui s'intéressaient aux acides aristolochiques depuis longtemps. Parce qu'il faut savoir, effectivement, les acides aristolochiques sont métabolisés au niveau de l'organisme en un dérivé appelé aristolactane, mais que ces aristolactanes ont la propriété, la fâcheuse propriété, de se lier d'une manière quasi définitive avec l'ADN. Et ces chercheurs avaient développé une technique d'autoradiographie qui leur permettait, dans l'ADN des cellules, de montrer la présence, on appelle ça des adduits d'ADN formés par les acides aristolochiques. Et ils nous ont donc proposé, ainsi qu'à nos collègues de l'UCL qui avaient des cas également, de rechercher dans les tissus rénaux de nos patientes, il fallait des tissus rénaux frais, de rechercher dans l'ADN des cellules rénales s'il n'y avait pas ces adduits formés par les acides aristolochiques. Ça, la réponse a été oui. À l'UCL, dans leurs 5 cas, ils avaient des adduits, et nous, dans les 39 cas dont je vais parler bientôt, il y avait également des adduits. C'était bien, donc la preuve était faite que les patientes avaient été exposées à des acides aristolochiques au point que ceux-ci étaient collés, ou en tout cas leurs métabolites, étaient collés dans leur ADN cellulaire. Mais l'histoire n'est pas terminée et on devait s'y attendre, parce que Mengs, déjà lui, à l'époque, avait montré que non seulement ils étaient toxiques pour le rein, mais ils étaient carcinogènes. Les rats développaient des cancers, en particulier de l'estomac, parce que l'administration était orale. Et donc on devait craindre cette complication chez nos patientes aussi, d'autant que dans la néphropathie des Balkans, une complication non négligeable est le développement de cancer des voies urinaires. Et effectivement, je reçois à la consultation une patiente dont l'histoire du début est en tout cas classique, découverte fortuite d'insuffisance rénale, régime amaigrissant, insuffisance rénale, mais elle présentait une particularité, c'est qu'elle avait aussi présenté une hématurie. Et donc, sachant ce que je viens de vous dire, la première idée était de rechercher un cancer des voies urinaires. Et vous voyez ici que le piélogramme montre que le produit de contraste ne remplit pas cette partie du bassinet parce qu'il y a une tumeur. Et effectivement, la néphrectomie a montré qu'il s'agissait bien d'une tumeur des voies urinaires,
Là, vous avez un autre exemple, une tumeur du bas urétère, avec l'histologie, évidemment, des cellules très vilaines, puisqu'elles sont cancéreuses. Et donc, devant cette complication qui apparaissait, nous avons proposé à toutes les patientes qui étaient en dialyse ou en transplantation, puisque leur rein et leurs voies urinaires naturelles, la part la vessie, ne leur servèrent plus à rien, c'est de procéder à une urétéronéphrectomie bilatérale prophylactique, si vous voulez. Ce qui a donc été fait, et nous avons malheureusement, les pièces opératoires ont évidemment été examinées attentivement, et chez 18 de ces patientes, 18 sur 39, ça fait 46%, on a trouvé des cancers des voies urinaires chez ces patients. Ça a fait l'objet évidemment d'une communication scientifique qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine. Et donc, si je prends l'expérience de nos collègues de l'UCL et la nôtre, en faisant la somme, vous voyez qu'à l'UCL, ils avaient 4 cas aussi, ils ont fait la même chose, binéphrectomie chez les patients. Vous voyez que 4 cas sur 10 avaient des cancers, des carcinomes des voies urinaires, 18 sur 39 chez nous, ça fait 22 sur 49 pour le total, ça fait donc plus de 40% des patients qui développaient des cancers. Et comme je vous l'ai dit, on avait laissé les vessies en place, puisque pour les transplantations, or la vessie c'est celle du patient. C'est donc un tissu qui a aussi vu passer les acides aristolochiques, notamment dans les urines. Eh bien, à ce moment-là, évidemment, on devait craindre chez nos patients greffés l'apparition de cancer. C'est malheureusement ce qui est arrivé, puisqu'ici, vous voyez, sur 38 patientes pour lesquelles on avait un follow-up de plus de 10 ans, 15 d'entre elles avaient développé, dans la suite de leur transplantation, des cancers de vessie qui ont donc dû être traités également. Et je tiens ici de Joël Nortier, qui suit actuellement toutes ces cohortes à l'hôpital Erasme, le bilan en 2018. Vous voyez 57 patientes atteintes donc de cette néphropathie qu'on appelle aujourd'hui aux acides aristolochiques. Ces 57 patientes, 7 sont décédées en dialyse, 50 ont bénéficié d'une transplantation rénale, mais parmi elles, 24 ont développé des cancers de la vessie et 5 sont décédés. Il y avait encore 7 patientes qui n'étaient pas arrivées au stade terminal, mais étaient suivies avec une insuffisance rénale chronique. Et parmi ces 7, il y en a une qui a quand même développé aussi un cancer du bassinet. Et donc, si vous voulez, cette néphropathie qu'on appelle aujourd'hui aux acides aristolochiques a donc été décrite en Belgique, en fait par l'ULB et l'UCL, et j'ai repris ici les principaux articles qui ont contribué à la description de cette nouvelle maladie. Et vous voyez que les deux équipes, dans une certaine compétition à la publication, enfin aujourd'hui on dirait dans une saine émulation, et donc vous voyez donc que nous avons donc décrit effectivement les premiers cas avec l'identification des acides aristolochiques. Les deux équipes ont décrit les aspects microscopiques de la pathologie dans des biopsies rénales ou bien dans des pièces de néphrectomie, des cas isolés de cancer et puis les deux séries que je vous ai montrées de néphrectomie, la présence d'induits d'ADN dans les tissus des deux côtés, et puis le modèle expérimental, Jean-Pierre Cosenz à UCL l'a fait chez le lapin. C'était un peu plus difficile, il fallait 18 mois d'administration. Le modèle chez le rat était évidemment plus facile, puisqu'après 1 mois, on avait réalisé la néphropathie. Le fait d'avoir ce modèle expérimental a permis au laboratoire de néphrologie expérimentale de la faculté de médecine de poursuivre des études, c'était l'objet de quelques thèses comme vous pouvez le voir, en s'attachant plutôt alors à comprendre les mécanismes de la toxicité des acides aristolochiques et comment à partir de cette toxicité tubulaire pouvait se développer la fibrose interstitielle. Ça s'est élargi aussi à d'autres facultés et à d'autres universités. Et qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est reconnu un peu partout. J'ai repris là, à partir d'une série publiée, les premiers cas. Il y a eu bien d'autres publications par la suite, mais les tout premiers cas
décrits dans le monde. Donc, je vous ai parlé, bien sûr, Belgique, mais vous avez parlé de la France, l'Espagne, le Japon, le Royaume-Uni, mais puis on a décrit à Taïwan, aux États-Unis, en Allemagne, enfin en Chine, en Corée, en Australie, au Bangladesh, etc. Donc c'est reconnu partout. Et la Food and Drug Administration a d'ailleurs publié une liste des substances ou suppléments diététiques susceptibles de contenir des acides aristolochiques. Un avertissement professionnel de santé. Vous voyez repris une partie de ce document. Ça fait évidemment quelques-uns que nous connaissons déjà, mais vous voyez que ça porte parfois des noms, disons, communs, comme par exemple le gingembre indien sauvage, peut contenir aussi, ça c'est évidemment toutes les plantes utilisées en médecine traditionnelle, le fangji, mutong, bui, mokutsu, et aussi ici, peut-être c'est moins lisible, c'est des noms extrêmement compliqués chinois, qui sont des mélanges de plantes, mais dans lesquels il y a toujours ces aristolochia. Sur le plan de la carcinogénie, oui, je le dirai pas une autre fois, donc l'effet carcinogène de ces acides aristolochiques est évidemment l'objet de beaucoup d'attention. Et donc voilà comment on conçoit actuellement les choses. Les acides aristolochiques sont donc métabolisés en aristolactames. Ces aristolactames vont se fixer sur l'ADN, comme je vous l'ai dit, pour former ces aduits. Et quand ils se fixent sur l'ADN du gène P53, ils induisent une mutation très particulière qui est une transversion de l'adénosine sur la tyrosine. Cette transversion est très particulière parce que des auteurs, des chercheurs, ont examiné des cancers des voies urinaires. Et quand dans ces cancers, dans les cellules de ces cancers, il y a des aduits d'acide aristolochique, il y a cette transversion. Mais quand il n'y a pas ces aduits, il n'y a pas cette transversion. Donc dans les cancers des voies urinaires, cette transversion apparaît dans 80% des cancers quand c'est lié aux acides aristolochiques et seulement dans 5% quand le cancer n'est pas lié aux acides aristolochiques. Ce qui fait que cette transversion est un marqueur qui permet de faire de l'épidémiologie moléculaire dans les cancers des voies urinaires, et notamment pour en trouver l'origine. C'est reconnu maintenant par l'Agence internationale de Lyon, c'est reconnu par les instituts américains, donc cette toxicité et cette cancérogénicité est reconnue actuellement, et d'ailleurs elle est l'objet de nombreuses recherches. D'ailleurs voilà, dans Scopus, les articles publiés par an avec le mot-clé acide aristolochique, vous voyez que ça ne soulevait pas beaucoup d'intérêt il y a une vingtaine d'années, et puis depuis les années 90, évidemment, vous voyez que l'intérêt a augmenté, une centaine d'articles par an, et publiés essentiellement en Chine, il faut le dire. Parce que, quid de la Chine? Ben, au début, les Chinois n'étaient pas très contents du terme Chinese Herb Nephropathy. Ça a fait l'objet de beaucoup de polémiques. Il y a eu des débats, des lettres à l'éditeur, et je vous ai repris ici, à titre d'exemple, ce qui a été publié sur le forum électronique de l'American Journal of Kidney Disease, sous la plume donc de deux médecins chinois, Jiang et Li, qui dit ceci: Chinese Herb Nephropathy, ça a été utilisé pour la première fois par M. Van Herweghem. Eh bien, ça n'en est pas bien. Et la raison est très simple. M. Van Herweghem est belge. 2 ans avant, il y a eu beaucoup de bruit à propos d'un autre belge qui escroquait et tuait d'innocentes jeunes filles. On peut uniquement dire qu'un individu belge est un criminel, mais on ne peut quand même pas dire que tous les Belges sont des criminels. J'ai donc été très touché et très honoré d'être comparé à Marc Dutroux, mais je n'ai donc pas participé, vous vous en doutez bien, à la polémique sur ce forum. D'autant qu'aujourd'hui, en Chine, évidemment, la chose est reconnue. Voilà un article de 2012 par un hôpital universitaire de Pékin. Ils ont 262 cas en traitement liés à cela. Et ils disent dans leur abstract que la néphropathie aux acides aristolochiques est un problème mondial et c'est une des causes les plus fréquentes de maladies chroniques des reins en Chine. C'est donc bien reconnu. Taïwan a beaucoup étudié les cancers des voies urinaires. Il
faut savoir qu'à Taïwan, c'est l'endroit du monde où il y a le plus de cancers des voies urinaires par million d'habitants, 4 fois plus qu'aux États-Unis. Et ils ont pu démontrer, avec la collaboration d'ailleurs de Grollman de l'Université de New York, ils ont pu démontrer que ces cancers contiennent ces fameux adduits d'acide aristolochique et donc permet d'établir la corrélation. Revenons aux Balkans. Aux Balkans, on a donc aussi retourné vers les tissus rénaux et les tissus des cancers, et les chercheurs ont recherché ces adduits d'acide aristolochique et les ont trouvés. Et donc maintenant, on considère donc que les acides aristolochiques sont bien la cause de la néphropathie endémique des Balkans. Et comment voit-on la chose actuellement? C'est pas tellement que... Voilà les aristoloches, Aristolochia clematis, qui poussent donc dans les champs de céréales. C'est pas tellement qu'ils soient fauchés avec les céréales. Ce sont leurs graines qui tombent sur le sol, qui sont riches en acides aristolochiques. Et les acides aristolochiques diffusent dans la terre. Et les chercheurs ont montré que le sol contient des acides aristolochiques. Ces acides aristolochiques sont alors aspirés par les céréales et vont s'accumuler dans les grains de blé. C'est ainsi que les acides aristolochiques passent des aristoloches dans la chaîne alimentaire. Et à titre d'illustration, parce qu'ils vivent toujours encore un peu en autarcie, voici une ferme dans un village et vous avez là le four à pain, parce qu'il faut encore le pain pour le village avec les farines locales. Et donc sur le plan épistémologique, c'est intéressant évidemment de faire ce cercle, puisque je vous rappelle que quand nous avons décrit la Chinese néphropathie, on a pensé aux Aristolochia à cause d'une hypothèse oubliée et négligée dans la néphropathie des Balkans. On a démontré que c'était bien les acides aristolochiques. Du coup, les chercheurs ont décidé de revisiter la néphropathie des Balkans pour démontrer qu'elle était elle aussi bien liée aux acides aristolochiques. Et vous voyez d'ailleurs que certains auteurs n'hésitent pas à dire que le problème est d'ampleur. À côté de ça, le coronavirus, c'est rien du tout. Puisque vous voyez que parti de la Belgique, par les Balkans, par Taïwan, ça arrive en Chine, où l'auteur ici pense que 100 millions de personnes sont à risque. J'exagère peut-être un peu. L'histoire n'est pas finie, parce que en Martinique, curieuse habitude, on prend des chenilles et on les met dans du rhum, et puis on boit le rhum. Comme ça a macéré un certain temps. Mais c'est une tradition. Mais ces chenilles sont particulières, c'est des chenilles du papillon Pachyopta aristolochiae astéris, qui a la curieuse habitude de vivre sur les aristoloches et de se nourrir des aristoloches, et ils résistent, évidemment, ils sont insensibles à la toxicité. Et les évolutionnistes estiment que ce comportement d'insectes pharmacophages dissuade la prédation par d'autres espèces animales, parce que ces autres espèces savent que c'est toxique. Bon, voilà. Par contre, pas les habitants qui les mettent dans du rhum. Et confirmé récemment, on trouve dans ce rhum des quantités non négligeables d'acide aristolochique. On ne connaît pas encore des cas décrits d'insuffisance rénale, il faut probablement en boire déjà certaines quantités, mais voilà. On trouve encore dans des livres qui vous recommandent les plantes comestibles dans les Rockies, eh bien vous retrouvez des Aristolochia, de l'Azarum, donc ce n'est pas terminé, d'autant que des auteurs ici en 2016 ont analysé 573 échantillons d'additifs alimentaires, suppléments alimentaires. Ils ont trouvé dans 206 d'entre eux des acides aristolochiques. Et 55 étaient vendus sur le net, par le web, et sur ces 55, 12 contenaient des acides aristolochiques, et ils ont fait des extrapolations à partir des quantités trouvées, et estiment que ça reste un risque d'en consommer une quantité trop importante. Donc aujourd'hui, on conçoit que l'exposition peut être d'origine iatrogène, les médecines traditionnelles, pas seulement chinoises, la japonaise, le Kampo, mais aussi la médecine ayurvédique indienne,
dont vous pouvez trouver qu'il y avait quelques espèces d'Aristolochia qui faisaient partie de leur thérapeutique. Donc dans les médecines naturelles, suppléments alimentaires, on n'est pas encore assuré que dans certains, il n'y a pas encore des acides aristologiques. On peut avoir une exposition plus folklorique, comme les infusions de notre catalan ou les chenilles de la Martinique, le rhum plutôt, de la Martinique, ou alors c'est environnemental, comme la contamination des céréales dans les Balkans. Et vous allez me dire, et dans nos régions? Ben, on trouve l'aristoloche dans des ouvrages extrêmement intéressants sur les plantes magiques. Et voilà d'ailleurs, ici, vous voyez, c'est une très belle plante. D'ailleurs, dans certains types d'aristoloches, sert de gloriette dans les jardins. C'est très décoratif. Ça sent pas très bon, paraît-il, mais bon, voilà. Et en fait, en médecine occidentale ancienne, en l'Antiquité, au Moyen-Âge, on se servait d'aristoloche. En fait, Aristos locos, ça veut dire excellent accouchement. Et effectivement, on nous dit dans les ouvrages que bu dans du vin, elle fait sortir aussi bien l'enfant que les logis, et tout ce qu'une sage-femme a négligé de faire sortir de la matrice. De même, elle fait couler les logis et expulse le fœtus mort dans l'utérus. En fait, c'est un puissant abortif qui a été utilisé en son temps. Mais on l'a trouvé aussi dans la Thériaque d'Andromaque, qui, comme vous savez, a plus de 50 éléments, et servait surtout au traitement des morsures de serpents avant de devenir une sorte de panacée. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait des aristoloches dans une poudre que distribuaient les prostituées romaines à leurs clients. Ça s'appelait le satyrion, et c'était censé leur donner des forces particulières. On retrouve aussi l'aristoloche dans des onguents vulnéraires destinés à faire sortir le plomb des blessures, guérir les arquebussards, traiter les morsures venimeuses, les écruelles, les fistules, les hémorroïdes. Un de ces onguents s'appelle le Manus Dei, et j'ai pu trouver qu'il avait servi à traiter la fistule anale de Louis XIV. La main de Dieu était passée par là aussi. Donc. Et vous voyez que la recette est bien donnée dans cet ouvrage. L'aristoloche longue, la plus unie et nette, qu'il faut couper par rouelle, qu'on fera sécher sur le four avant de la piler et de la tamiser. Enfin, si vous visitez ou revisitez le château de Chenonceau, je vous invite à regarder de plus près le cabinet de Catherine de Médicis, où il y a une énorme tapisserie. Cette tapisserie est une tapisserie de Bruxelles du XVe siècle, intitulée l'Aristoloche. Et donc, si Nostradamus, qui a bien connu Catherine de Médicis, avait eu la parole, en sachant que le château des Dames s'appelle, comme vous savez, le château des Dames par son histoire, Diane de Poitiers, Catherine de Médicis, que le cabinet de Catherine de Médicis s'appelle le cabinet vert par sa décoration, le vert qui est quand même une couleur symbolique de médecine naturelle par les plantes, que la tapisserie vient de Bruxelles, qu'elle représente l'Aristoloche. Je suis sûr que Nostradamus aurait parlé d'une malédiction. Je vous remercie de votre attention. Voilà, alors j'ai écrit tout ça dans un petit livre dont je peux vous donner les références. Je vous raconte tout cela et encore plus évidemment dans ce livre. Et merci à Joëlle Nortier pour les dernières informations qu'elle m'a fournies et puis à toutes les équipes qui ont participé aux travaux scientifiques. Je ne sais pas, il est de coutume d'ouvrir le débat, si des personnes ont des questions, des commentaires, des contestations. Oui. On en trouve encore dans le commerce maintenant, cette firme GM Green. Ah non, elle a fait faillite. Donc une des principales conséquences de GDM Green, c'est qu'ils ont fait faillite, donc, parce qu'en fait, ils n'ont plus pu distribuer, y compris les autres herbes d'ailleurs, parce qu'ils avaient des problèmes de contrôle de qualité. Et ce qu'on vend maintenant dans le commerce? Normalement, plus, c'est interdit. Hein, donc il y a eu des directives et des arrêtés en Belgique, en France. Aux États-Unis, pas vraiment. Il y a l'avertissement de la FDA, mais tout ce qui est suppléments alimentaires, etc., c'est en liberté. Et sur le web, on en trouve encore. Avec toutes sortes
On préconise toutes sortes d'utilités, hein, ça peut servir à tout en fait, hein, ces plantes. Oui? Docteur, merci beaucoup pour votre magnifique exposé. J'ai appris beaucoup de choses. Merci. Ma petite question est, comment se fait-il, alors qu'il est censé que tout médicament est contrôlé avant d'être mis en circulation, il arrive de telles choses? Deuxième chose, j'ai eu l'occasion dans un temps lointain de visiter la firme et le laboratoire, la firme Ortis. Et je suppose qu'elle était reconnue puisqu'on vendait des produits un peu partout. Est-ce qu'il y a une agrégation donnée pour ces gens-là, pour vendre ce genre de trucs? Donc, par rapport à la situation d'il y a 20 ans, il y a eu des directives qui ont un peu resserré le problème. Et donc aujourd'hui, pour ce qui concerne les produits végétaux, pour qu'ils puissent être, je parle de la Belgique qui est une directive européenne, donc c'est en même temps pour les autres pays européens. Pour pouvoir donc distribuer, vendre des plantes à qui on prête des propriétés thérapeutiques, il y a deux catégories. Il y a les plantes pour lesquelles il y a eu des études qui ont démontré l'efficacité thérapeutique. Ces plantes-là doivent entrer dans la même chaîne que les médicaments. Et donc les contrôles de qualité, etc. Et puis il y a des plantes pour lesquelles il n'y a pas de démonstration claire d'un effet thérapeutique avéré, donc il n'y a pas fait l'objet des études contrôlées, en double insu, etc. Mais où il y a une utilisation dite traditionnelle. Pour celle-là, il y a une obligation pour ceux qui les vendent de décrire comment ils ont fait leur préparation, quelle est la plante, quand ça a été récolté, comment c'est conditionné. Ça, c'est dans la notice que la firme produit. Et puis, n'ont pas prouvé leur efficacité, puisque ça n'a pas été fait, mais doivent prouver leur innocuité. Et pour prouver l'innocuité, il faut montrer que la plante a été utilisée depuis plus de 15 ans, quelque part dans le monde, donc toutes les plantes chinoises sont bonnes, et plus de 10 ans dans un pays européen. Voilà. Et moyennant ça, ça peut être distribué. Par ailleurs, il y a la grande astuce entre ce qu'on appelle des plantes thérapeutiques, donc comme des médicaments, ou bien celles qui sont des suppléments, et alors qui sont alors dans la chaîne des suppléments alimentaires qui ne répondent pas aux mêmes règles. Et par exemple, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est ce qu'a dit le fournisseur, c'est ce qu'a dit le distributeur. S'il dit ceci est destiné à traiter la constipation, traitez médicament. Ceci est destiné à améliorer le transit intestinal, produit. Et vous pouvez avoir des médicaments qui sont dans les deux. Si vous prenez le millepertuis, vous le trouvez dans les deux chaînes, suivant le distributeur. Il y en a un qui a dit c'est pour traiter l'insomnie, médicament. Il y en a un autre qui a dit ça améliore l'humeur. Bon, voilà. Un médicament. Donc c'est encore, il y a encore des portes ouvertes à des erreurs, enfin à des mésaventures plutôt. Vous avez également parlé de la contamination du sol. De la nappe phréatique aussi? Ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. Là, l'étude portait sur les sols, ça je suis sûr. Les sols des champs de ces villages. Mais la nappe phréatique, je ne sais pas. Mais ce type de contamination qui entraîne des maladies rénales, on a eu d'autres exemples. Le cadmium au Japon. Il y avait des usines qui déversaient le cadmium dans les rivières. Ces rivières irriguent les rizières. Et le riz se chargeait en cadmium. Et donc les villageois, enfin les habitants qui se nourrissaient de ce riz, s'intoxiquaient au cadmium. Ça donnait une maladie rénale et une maladie osseuse. Donc, effectivement, cette idée que ces acides aristolochiques qui par le sol arrivent à la chaîne alimentaire n'est pas exceptionnel. Enfin, je veux dire, c'est un mécanisme qui a déjà été décrit pour d'autres. Par le rhum, par le chenille, etc. Ça, c'est autre chose. En écoutant votre exposé, alors, je me pose la question,
chez nous, avec le glyphosate sur les prés, autour des prés, etc., et les vaches qui mangent le foin, est-ce qu'il peut se passer des choses pas catholiques? Je vous laisse la réponse. Oui, vous en Vous avez présenté une plante digitale avec la fleur. Donc c'est une plante toxique, la digitale. Ah oui, tout à fait. Contient La digitaline, oui. Est-ce que le mode d'action de la toxicité de cette plante est similaire à au mécanisme que vous avez décrit? Non, la digitaline qui sert de traitement, qui a servi, maintenant on ne l'emploie plus tellement, mais qui était un grand traitement de l'insuffisance cardiaque, se fixe sur les cellules du myocarde et contribue à augmenter leur contractibilité, à réduire la vitesse de transmission de l'influx, etc. Pour ralentir le rythme cardiaque, par exemple, aussi. Elle est toxique si vous prenez... Ça, on connaissait à l'époque, on prescrivait de la digitaline. Si on en prescrivait, enfin, si le patient en prenait trop, si on en avait prescrit trop, que ça s'était accumulé, on avait des gros problèmes cardiaques et des décès. Mais par trouble du rythme cardiaque. Oui, vous en prie. Merci pour votre exposé. Je vais vous demander s'il y a eu des conséquences juridiques. Ah En fait, oui et non. Oui, parce que un certain nombre de patientes, tout au début de la maladie, ont déposé plainte. Ils sont constitués, ont déposé plainte auprès du tribunal de première instance de Bruxelles, qui a nommé un collège d'experts. Vous avez les noms, là, il y avait Guy Bordecker, qui était professeur de médecine légale ici. Il y avait deux collègues néphrologues à Liège et deux collègues de la KUL pharmacologue. Et ces experts ont donc été chargés d'établir ou non la responsabilité de ces plantes dans leur maladie. Voilà, je vous ai repris les conclusions de l'expertise. Donc, ils ont dit la toxicité des plantes, bon, ils ont mis ce rapport 4-5 ans après la plainte, évidemment. La toxicité des plantes est établie. Et quelles sont les responsabilités? Ça rejoint un peu aussi votre question. Les médecins qui avaient prescrit pour abus de liberté thérapeutique, parce qu'on ne trouve pas vraiment dans la littérature des indications que ces plantes pourraient même éventuellement faire les mots. Les pharmaciens, et là c'est très lourd, parce que absence de contrôle de conformité du produit délivré, parce que la loi dit que c'est les pharmaciens qui sont responsables du produit qu'ils délivrent. Ces pharmaciens ont évidemment évoqué le fait qu'ils n'avaient pas les moyens de contrôler le contenu de ces plantes, comme vous pouvez imaginer. Les firmes, parce que distribution des produits non contrôlés, la firme donc, non contrôlée, non enregistrée, et aussi le pouvoir public pour insuffisance du dispositif de contrôle. La firme, alors, les avocats qui défendaient les accusés, si je peux dire, c'était les avocats des assurances professionnelles, des médecins et des pharmaciens. La firme, n'en parlons plus, elle avait fait faillite, elle était hors de l'affaire. Et donc, au moment où on a commencé à décrire les cancers, c'est arrivé un peu plus tard, il y a eu un vent de panique, y compris chez les experts et les firmes, les avocats des accusés, qui jusque-là essayaient de dire mais non, c'est pas ça, et de dire c'est la sérotonine, enfin on a tout entendu. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu comme un vent de panique et ils ont proposé une transaction. Donc les avocats, enfin, les assurances professionnelles, les assurances, ont proposé une transaction aux plaignants en disant vous abandonnez votre plainte et à l'époque, je crois, c'était 4-5 millions de francs belges sur la table. Bon, alors moi, je peux comprendre que les patients qui voyaient les complications qu'elles avaient, les situations où elles étaient, ont accepté la transaction. Elles ont dit, je prends les quelques millions de francs belges ici tout de suite, plutôt que de savoir ce qui va se passer dans combien d'années, je serais peut-être mort, malheureusement. Et donc, il n'y a pas eu de procès. L'action s'est éteinte par retrait des plaintes. Et curieusement, le parquet n'a pas poursuivi, ça j'ai jamais compris pourquoi, mais ça c'est autre chose. Mais c'était au civil. Ils étaient allés au civil et pas au pénal, parce que comme vous savez, au civil, on peut obtenir plus d'indemnités qu'au pénal. C'était un conseil d'avocat. Oui.
la prise en charge des patients, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore arrivés à la néphropathie, mais comment ils sont pris en charge? Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une réelle thérapie pour la toxicité aux acides aristologiques? Donc pour ce qui est de l'atteinte rénale, si elle est modérée, pas terminale, ben il n'y a pas de traitement spécifique, c'est le traitement de toutes les insuffisances rénales chroniques par prévention de l'hypertension, de toutes les complications qui peuvent arriver, le régime alimentaire, etc. Donc il n'y a rien de spécifique pour cela. Le seul point qui complique un peu leur suivi, c'est que comme vous l'avez vu, on peut ne pas être en insuffisance rénale terminale, mais néanmoins faire un cancer des voies urinaires. Et donc c'est toute la problématique du dépistage régulier des cancers des voies urinaires, ce qui est parfois des examens un peu invasifs, puisqu'il faut aller par endoscopie. Donc ça c'est un peu plus particulier de ce type de patient d'insuffisance rénale chronique à cause de cette autre complication possible qui peut arriver. Oui, vous en prie. Je suis heureux d'avoir participé et de suivre votre exposé. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a une consommation très répandue de tisanes. Il y a des tisanes qui ont des effets diurétiques, il y a des tisanes qui ont des effets laxatifs. Est-ce qu'il y a eu des études ou des documents qui montrent qu'à la longue, ça n'a pas d'effet pathogène? Oh, moi je pense qu'il y a quelques plantes et tisanes qui sont largement utilisées et qui n'ont pas d'effet pathogène. Ici, je vais citer l'exemple parce qu'ils avaient pris de l'aristoloche. Bon, voilà, il faut savoir ce qu'on met dans sa tisane. À ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait d'autres plantes qui servent à faire des tisanes et qui seraient toxiques. Enfin, je n'ai pas vu cela dans mes différentes lectures, en tout cas. Mais bon, ça peut... Mais c'est toujours des traitements, tous les traitements par... il n'y a pas que les aristoloches qui sont toxiques. On a parlé de la digitale, bon, très bien, mais il y en a d'autres. La germandrée, par exemple. La germandrée a aussi été proposée il y a une vingtaine d'années par la même firme Arco, dont je faisais allusion d'ailleurs, en gélule, pour aussi aider à maigrir, parce qu'il paraît que c'est une plante qui vous fait manger vos calories, donc ça intéresse. En fait, il y a eu en France, ça a été décrit en France, des personnes qui avaient consommé beaucoup de germandrée et qui ont fait des nécroses du foie. Là, c'était le foie, ce n'était pas le rein. Nécroses du foie qui ont nécessité des greffes hépatiques et certains sont décédés. Donc on a dit attention, arrêtons la germandrée. Il y a toutes sortes de choses. L'aconite. L'aconite est aussi proposée en traitement et en Chine et à Hong Kong notamment, c'est en lavement qu'on l'administre. Mais normalement, pour préparer la solution, il faut la faire chauffer. Et ça c'est intéressant parce que ça détruit la toxine, la conitine. Elle est détruite par la chaleur. Mais il se fait qu'un préparateur n'a pas chauffé assez longtemps. Et donc on a administré une solution qui contenait encore de la conitine, ce qui a entraîné des troubles cardiaques graves, puisque c'est un toxique pour le cœur. Voilà, il y a plein d'autres exemples. Il n'y a pas que l'aristoloche. J'avais une question à vous poser. Merci pour votre brillant exposé. Il y a quelques années, ça fait plus de 20 ans, j'étais avec le professeur Chalard en néphrologie à Reims, qui était président de l'Association française de néphrologie. Et donc, nous avions reçu un cas en 1994 d'une insuffisance rénale chez une dame de 48 ans, comme vous la décrivez, qui était rapidement progressive. Dans un premier temps, nous avions incriminé une néphropathie tubulosa interstitielle chronique sur la PBR. Nous avions incriminé dans un premier temps des AINS qu'elle avait pris de façon régulière pour des douleurs articulaires. Et nous avions rectifié le diagnostic en pensant, donc, bien sûr, elle prenait des tisanes de façon régulière. Et donc, probablement, c'était ce que vous étiez en train de décrire. Mais à l'époque, on n'avait pas pensé à dépister donc les tumeurs urothéliales, mais bravo pour votre explication. Merci. À propos des tisanes, je reviens sur les tisanes. Il existe, oui, un institut bouddhiste au-dessus.
et on vend là-bas des tisanes. Qui contrôle ces tisanes? Ça vient d'Asie. Je ne suis pas représentant du gouvernement ni du ministère. Je ne sais pas. J'avais une autre question un petit peu provocatrice. En parlant de médecine ayurvédique, oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait des métaux lourds qui pouvaient induire des tubulopathies, des néphropathies. Est-ce que vous avez notion de quelques métaux lourds utilisés en médecine ayurvédique? Non, pas en médecine, en tout cas pas en médecine ayurvédique. D'ailleurs, il y a eu des... Mais ce qui a été montré à propos de tous les traitements, la vente plutôt, je vais dire la vente de produits végétaux, que ce soit accessibles à tous, il y a eu des études en Californie notamment, où ils ont testé dans les échantillons qui sont prélevés dans les différentes boutiques, la recherche des métaux lourds. Et donc il y en avait. Donc il y avait qui contenaient du plomb, il y avait du cadmium, je crois. Qui plus est, ils ont constaté que dans certaines plantes, on avait ajouté des médicaments. Notamment des plantes qui vont restaurer votre virilité. Ils ont trouvé du sidénaftique dedans. Ou les plantes diurétiques, il y avait des diurétiques, des thiazides dedans. Donc les vendeurs, parfois, frauduleusement, y compris des ANS. Et ça, c'est 2 fois plus terrible parce que les patients ne le savent pas. Je ne me traite pas les plantes, il ne peut rien m'arriver. Or, parfois, dans certains mélanges, les commerçants ont introduit les substances. Alors, c'est efficace, évidemment. La cortisone aussi, elle se trouve très fréquemment dedans. Et prenez ces plantes pour votre rhumatisme, ça va beaucoup mieux, effectivement. Et puis après, vous développez un cachet. Bien, merci beaucoup. Oui.